la croissance, ici c'est 15% de croissance par an. Il y a du business partout, les mecs s'enrichissent, tu vois des tours qui poussent. Tu te dis waouh, le décalage, comment est-ce que c'est possible que les gens vivent autant une réalité différente? Alors, c'est un cliché, mais je suis allé qu'une seule fois au pute en Thaïlande. Hein. Ok. Tout le monde pense que tout le monde y va, ne fait que ça, etc. Non, Bernard, 65 ans, tu vois, assis là avec des potes à lui en train de boire des bières, et puis avec des gonzesses en bikini autour de lui, tu vois, bébert quoi, bébert dans toute sa splendeur. C'est parti pour une nouvelle interview avec Enzo Honoré. Donc Enzo, il s'est expatrié il y a 6 ans, il a quitté la France il y a 6 ans. Il a fait 3 destinations qui sont pas mal convoitées, Thaïlande, Portugal et République dominicaine, où nous sommes actuellement. Et du coup, on va parler un petit peu de tout ce process d'expatriation, de tes choix, de la comparaison entre ces 3 destinations et puis de ce que tu as tiré de ces 6 ans d'expatriation. Ok, bah merci beaucoup Julien en tout cas de m'accueillir sur ta chaîne, sur ce golf kart, sur cette vue incroyable et magnifique. Impatient de livrer mes retours d'expérience sur l'expat. Du coup, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais en business, à quel niveau tu évolues à peu près dans ton business actuellement? Super. Pour planter un peu le décor. Je m'appelle Enzo Honoré, du coup aujourd'hui j'ai 31 ans. Je viens du nord de la France, d'Ouchy-les-Mines à côté de Denain. J'ai grandi là toute ma vie, je fais ma scolarité, etc. Et puis j'ai eu envie, comme beaucoup de gens, d'aller à la capitale, de gagner plus d'argent, de grimper l'échelle sociale. Et donc je suis parti à Paris en 2014, je crois, pour gagner plus d'argent. Donc là, tu étais salarié toujours? Salarié à ce moment-là, commercial dans le web, jusqu'à temps de tout plaquer, parce que je me rends compte que oui, j'arrive à gagner plus d'argent. Oui, j'arrive à me créer une vie différente et j'ai gagné plus d'argent que je n'ai jamais gagné. Mais je suis dans une putain de prison dorée. Et il y a des mecs sur une plage en Thaïlande qui vendent des PDF et qui gagnent autant que moi sans bosser avec des systèmes complètement automatisés. C'est là que je découvre le business en ligne. Tu as un peu le déclic à ce moment-là. Je découvre le business en ligne. Et du coup, c'est toi, tu as fait une expatriation en même temps que tu as commencé le business en fait. Tu as fait les deux d'un coup. D'habitude, il y a beaucoup de gens, ils commencent d'abord à avoir un peu leur business et une fois qu'ils sont dans une zone de confort, là, ils s'expatrient. Toi, j'ai brûlé les bateaux, comme on dit. On est dans le plus beau pays du monde avec le meilleur incubateur de France, c'est le Pôle emploi. Avec mon Pôle emploi, 10 000 € en poche sur mon compte, sur mon livret A. Je pars et je me dis, je vais devenir digital nomade, qui est super en vogue à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment envie de voyager. Mon sac à dos et je file en voulant vivre dès le début le lifestyle de l'entrepreneur. Je rencontre plein de gens sur le chemin, je me rends compte que le business c'est possible, ça marche, il y a des gens qui gagnent leur vie grâce à Internet. Et puis je visite le monde et découvre des pays, je prends des claques visuelles, psychologiques. Parce qu'à cette époque, tu n'avais pas beaucoup voyagé encore. Exactement, je fais la Costa del Sol, j'ai fait avec tes parents. Lloret del Mar avec mes parents, avec les Allemands bourrés qui font la cuite dans les all inclusive. Exactement, dans les all inclusive pas cher, mais c'était déjà incroyable. Ouais, c'est déjà une expérience en soi. Exactement, et là à ce moment-là, pour la première fois, lâcher dans la nature, lâcher dans le monde, le sac à dos et l'aventure quoi. Et puis des rencontres incroyables et mémorables qui te font prendre conscience qu'il y a d'autres vies, il y a d'autres modes de fonctionnement que le métro, boulot, dodo, que payer tes factures à la fin du mois. Il y a des gens tous les jours à l'aéroport, il y a des gens qui voyagent tous les jours, il y a des gens qui n'ont pas ce standard de vie comme on peut l'avoir classique quoi. Ouais, préconçu qu'on nous a donné dès la naissance. Et du coup, tu as expérimenté pas mal de business. Au moment où on fait cette vidéo, qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors à ce moment-là, du coup, moi c'est le dropshipping qui va me permettre de faire mes premières ventes. J'ai testé plein de trucs, mais c'est vraiment ça qui m'a permis de gagner ma liberté. Donc j'ai développé. Aujourd'hui, on a une quarantaine de boutiques, principalement en France, mais on vend en Europe, on est aussi aux États-Unis et on fait à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Ok, très bien. Donc ça s'est développé au fur et à mesure de ton expatriation. Exactement. Et c'est ce qui a été le fuel en fait financier pour pouvoir financer ça. Pour continuer mes voyages et puis ensuite pour commencer à bâtir mon patrimoine, etc. et me développer. Ok, très bien. Maintenant, en termes de destination, est-ce que tu peux nous faire un petit peu la chronologie pour que les gens comprennent bien? Donc ta première expatriation, c'est Thaïlande. Thaïlande, 2016. 2016, les premiers voyages, c'est à la mode, tout le monde en parle. Nomades digitaux sont à la mode sur Internet, YouTube, les podcasts, le podcast de Stan Leloup à l'époque, Nomade Digital, qui toi, t'as aussi bercé dans tes débuts, m'a complètement bercé. J'avais envie de visiter tous les pays dont on parlait, qui étaient la Thaïlande, le Vietnam, et c'est un pays qui est très cheap, donc très accessible. Il n'y a pas de calcul particulier quand je vais en Thaïlande, hormis des plages magnifiques,
des pad thaï à 3 euros. Donc c'est un bol de riz parfait pour les expatriés que vous pouvez manger, qui plaît à quasiment à tout le monde. Et les massages à 5 euros, les jolies filles. Et c'est ça qui te donne envie au départ de partir. Et puis je me dis, à Paris, tu dépenses entre 2 et 3 000 euros par mois pour pouvoir survivre correctement, tu vois. Et encore, là-bas, avec 1 000 euros par mois, tu vis avec femme de ménage, un bel appart, piscine et salle de gym. Donc j'aurais beaucoup plus de temps pour donner la chance à mon business de fonctionner. Ok. Ça a été vraiment ça ma réflexion. Donc, première expatriation Thaïlande, tu restes combien de temps? Alors, d'abord 2016, voyage nomade digital. Je continue à voyager la Roumanie, l'Amérique du Nord, profiter vraiment de cette liberté. Jusqu'à retourner en août 2017 pour là vraiment t'installer en Thaïlande. Voilà, au départ rester 2 mois. Finalement, je rencontre tellement des gens incroyables et je me sens tellement bien que je ne repartirai plus jamais. Je prends ma première location à 390 euros par mois dans une tour avec piscine, salle de gym, j'ai mon petit studio et je m'installe tout simplement. Et là, c'est le choc par rapport au loyer que tu pouvais payer à Paris. Ça n'a aucun sens. Tu es dans une piscine, tu vis dans des conditions paradisiaques, tu as vraiment la sensation de vivre au paradis, d'avoir un pouvoir d'achat qui est monstre. Ouais. Donc du coup, Thaïlande, ensuite tu vas au Portugal, si je dis pas de bêtises. Exactement, République dominicaine d'abord. Mais pas trop longtemps en République dominicaine, c'est pas là où tu Exactement. t'installes. Je fais Thaïlande de 2017 à 2019. Je rencontre ma femme entre deux, elle revient vivre avec moi en Ta femme Thaïlande. qui est dominicaine. Qui est dominicaine, exactement. Je viens ici un mois, je rencontre ma femme, je repars avec. On s'installe en Thaïlande jusqu'en 2019. En 2019, elle a le mal du pays et elle veut rentrer en République dominicaine. On rentre de 2019 à 2022. En 2022, en étant à Punta Cana, après le Covid, etc., je me sens vraiment isolé, loin de tout. Et malgré que tu vis au paradis, je le vois plus. Ok. Tu profites plus de la plage, tu profites plus des endroits paradisiaques. Et je me dis, ouais, je suis jamais au bon endroit au bon moment. Et donc à ce moment-là, je me dis, je veux rentrer en Europe. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se disent que quand tu pars à l'étranger, tu es bloqué dans ton pays. définitif, alors que pas du Exactement, tout. c'est définitif. Alors que, ben non, on a pris 2 grosses valises chacun, surtout pour elle. On a laissé une valise chez sa mère, on a laissé notre chien chez sa mère. Et puis on est parti en Europe, donc on est allé tester le Portugal parce que tout le monde en parlait. L'opportunité fiscale, l'opportunité géographique, le networking, etc. On est parti à Lisbonne, ça a duré un peu moins d'1 an. Ma femme est tombée enceinte, on est rentré du coup en République dominicaine avec là vraiment la vision de s'installer, de s'investir. Donc là, démarche de visa, etc. Comme tu en parles d'ailleurs dans la formation et sur ta chaîne YouTube. Toutes ces démarches-là pour moi avoir mon installation long terme. Et donc puis maintenant, vraiment, là, tu es vraiment installé. Là, on est sur ta bâtir la dernière famille. destination. Et là, tu as vraiment plus une vision long terme. Tu as un peu picoré, on va dire, au départ. Exactement, ouais. Et maintenant, tu te sens bien ici. Quelles étaient tes craintes au moment où tu t'es décidé à t'expatrier la première fois? Est-ce que tu avais peur de quelque chose, même peut-être au niveau de la sécurité, des choses comme ça? Franchement, je suis jeune et inconscient. J'ai 23 ans. Mon seul objectif, c'est de croquer la vie, c'est de découvrir des choses. Et en Thaïlande, le niveau de sécurité est tel. Pour vous En plus, partager. tu viens de Paris, donc. Bien sûr, j'ai vécu 2 ans à Paris. Je vivais à Rosny-sous-Bois. Et j'allais bosser tous les jours à Châtelet. Châtelet, c'est pas des enfants de cœur. Ma copine, à l'époque, avant de partir, on était à Lille. Elle prenait le métro, le train tous les jours pour aller bosser à Lille de Denain. Elle se faisait agresser tous les jours dans le train. Moi, j'avais une hantise, c'était de me dire, je ne veux pas avoir un enfant, une fille en France quand je vais être parent, tu vois. Parce que c'est le stress. En Thaïlande, je laisse mon MacBook, mon passeport au Starbucks sur la table, je vais faire caca. Ça n'a aucun sens. Un jour, j'ai perdu mon portefeuille dans les rues. Il y a un petit vieux de 70 ans qui m'a couru après pour me le rendre avec l'intégralité de mon cachet et de mes papiers. On voit ça que là-bas. Ouais, Ça, et à Dubaï maintenant, ouais, effectivement. Dubaï, peut-être en Russie, Biélorussie. Enfin, oui, il y a assez peu d'endroits maintenant dans le Ce monde. niveau de sécurité, ça m'a complètement époustouflé. Et du coup, c'est ce niveau de sécurité qui fait que la majorité des gens se sentent bien en Thaïlande et que tout le monde vit une expérience de fou parce que tu te sens tellement protégé ou que tu oses vivre. Ouais. Je pense que c'est ça. Donc du coup, la sécurité, ouais, non, ça n'a pas été un problème, ça a été un avantage. Même tu as pris un upgrade en allant là-bas. Incroyable. Quand tu es venu ici, par contre, en République dominicaine, tu n'avais pas plus d'a priori, par contre, parce que bon, là, on est dans la zone Latine-América, bon, c'est réputé pour être un peu plus chaud. Donc Exactement. tu peux avoir peut-être un petit peu plus d'a priori. On est à J-1 du départ. Il y a un de mes amis qui me dit, mais tu te rends pas compte, Thomas de mon coach natation, qui me dit, tu te rends pas compte, il y a Bertrand qui est en République dominicaine. Il y a encore eu dans les news un mec qui s'est fait tirer dessus au fusil à pompe en soirée en République dominicaine. C'est hyper dangereux. Je crois vraiment à ce truc de tu vis l'expérience que tu crées, d'accord, et tu vas vivre ce que tu penses qui existe. Moi, j'allais courir dans les rues avec mes AirPods dans les oreilles dans Saint-Domingue. Il ne s'est jamais rien passé en 3 ans. J'ai vu une fois un mec arracher une chaîne en or
à un feu rouge en moto, c'est moins que ce que j'ai vu à Paris en 2 ans. Oui, oui, bah, tu vas une semaine ou deux à Paris, tu vas voir une agression, un truc, ou quelqu'un qui insulte quelqu'un. Enfin, tu es confronté à la violence un peu en continu. Sauf Ça va être plus simple. si vous allez dans les barrios en périphérie, donc les barrios, les quartiers, Ouais. les quartiers potentiellement un peu chauds, les quartiers très pauvres. Il faut savoir et il faut comprendre que même si d'ailleurs vous êtes noir ou même si vous êtes arabe, musulman, etc., ici vous êtes un blanc pour eux. Hein. Ouais, Ici vous êtes un blanc. Et donc du coup, vous êtes un peu un gringo, quoi, peu importe. ouais. Et donc vous êtes une target. Il ne faut pas aller dans les quartiers chauds. Il ne faut pas vous C'est balader. comme partout pareil. Exactement. Et puis à la fin de Exactement. tout, quand tu t'expatries, c'est pas pour aller vivre dans un ghetto ou dans un bidonville, tu vois. Exactement. Enfin, ça ferait aucun sens d'ailleurs. Donc si vous faites finalement, pas tu es ça, peu confronté exactement. à la violence quand Exactement. tu t'expatries dans la plupart des grosses destinations, les plus gros hubs. Finalement, tu n'y es pas confronté. Et donc je me suis jamais vraiment senti en insécurité ici en République dominicaine. Certes, après, j'ai choisi mes endroits où j'ai vécu, Punta Cana, etc. Moi, l'insécurité ici, je ne l'ai jamais vraiment ressenti. Ok. Si on doit faire un classement des 3 pays dans lesquels tu as vécu, donc Thaïlande, Portugal et République dominicaine, qu'est-ce que tu as prêt? Si on doit aller faire un top 3, donc Ouais, vas-y. je suis émotionnellement tellement attaché avec la Thaïlande que ce serait compliqué de ne pas le laisser dans cette position de numéro 1. Ok. C'est là où j'ai commencé vraiment à développer mon activité. C'est là où tu fais tes premiers voyages. C'est là où tu te sens vraiment libre, où tu commences à avoir un petit peu d'argent dans tes poches pour pouvoir le dépenser. Moi, je viens d'une famille de pauvres. Du jour au lendemain, j'avais l'impression de vivre au paradis. Mhm. Donc, cette liberté que t'apporte la Thaïlande, pour moi, elle est indescriptible. Après, bon, ça a peut-être changé. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai grandi. Il y a Ouais, et puis 10 ans les d'écart. choses sont devenues un petit peu plus chères aussi. Exactement. là, en Donc, Thaïlande. je dirais quand même la Thaïlande Numéro pour ses avantages, son coût de low cost. Ici, en Amérique latine, tu n'as pas de low cost pour pouvoir voyager, aller partout, etc. Ouais. Là-bas, tu peux vraiment être à l'aventure, le faire en mode backpack, assez roots et avec peu d'argent, faire énormément de choses. Donc, je dirais quand même l'Asie. Numéro 2, la République dominicaine, c'est mon pays d'accueil, c'est mon pays de cœur, c'est le pays de ma femme, c'est maintenant le pays de mon bébé aussi. Exact. Les opportunités d'investissement, de croissance. Moi, ce qui m'a choqué ici avec la République dominicaine, c'est que quand je suis revenu du Portugal, qui était la fin du monde, la Russie, la guerre, la crise économique, Ouais. le post-Covid, on te coupe tout niveau de liberté. Ici, c'était ça. Ouais. C'était ça. Donc la croissance, ici c'est 15% de croissance par an. Il y a du business partout, les mecs s'enrichissent, tu vois des tours qui poussent. Tu te dis waouh, le décalage, comment est-ce que c'est possible que les gens vivent autant une réalité différente? Donc ce pays-là qui m'accueille, les gens humainement sont géniaux. Tout le monde parle d'insécurité, mais personne ne te dit que tu t'arrêtes sur l'autoroute quand tu as un problème. Il y a 3-4 personnes qui s'arrêtent pour voir ce que tu as, qui sont très dans l'amour et te font sentir partie du pays. Et ça, c'est vraiment fou. Et le Portugal, En 3e. bah ouais, parce que pouvoir d'achat, j'ai moins de pouvoir d'achat au Portugal qu'ici, beaucoup moins qu'en Thaïlande. J'ai eu un appartement, pardon pour le bruit de la mer, peut-être Ouais. que. Désolé, vraiment. Waouh, Julien a choisi le pire spot pour faire la vidéo, donc c'est magnifique. Le pouvoir d'achat était moins bon, les gens étaient sympas, la bouffe était bonne, mais c'était pas incroyable. Et par rapport au budget que ça me coûtait, waouh, un peu déçu quand même sur Ouais. le rapport qualité-prix, Surtout que tu avais déjà 2 points de comparaison, Thaïlande Qui était fou. et République dominicaine. qui ouais. était fou. Peut-être qu'un Français aura un upgrade en allant au Portugal. Oui, je pense que de Ouais. la France au Portugal, tu as un upgrade. Ouais. La température, un peu Douceur de vie. la douceur de vie, un petit peu de Le pouvoir climat social d'achat qui qui est est meilleur. mieux, climat social qui est un petit peu meilleur, en fonction toujours de avec qui tu traînes tous les jours, hein, c'est Ouais. toujours pareil. Mais c'est quand même mieux. Par contre, ça n'a rien à voir avec partir Ouais. en dehors de l'Europe. Et en hein. fait, à partir du moment où tu dézoomes et que tu commences à crapahuter comme tu l'as fait, Ouais. en fait, tu as une vision beaucoup plus large et tu deviens aussi un peu plus exigeant. Exactement, tu parles de ça, tu parles de cette ouverture au monde. Quand tu commences à comprendre qu'on est des enfants du monde, qu'on a la possibilité aujourd'hui d'utiliser le monde comme un terrain de jeu pour créer nos sociétés, pour vendre, pour développer du business, pour vivre, tu te dis mais j'ai tellement d'options intéressantes, pourquoi est-ce que je vais m'enfermer en Europe? Alors, bien évidemment, l'avantage, la famille, les amis, Ouais, tu es ouais. proche de tout, les vols sont pas très chers, c'est très cool. Ouais. Mais parfois, est-ce qu'il ne vaut pas mieux voler un petit peu plus, dépenser un peu plus d'argent en transport et vivre là-dedans? Ouais, Ouais. c'est la question. On va rentrer encore plus dans le concret maintenant. Ouais. On va parler un petit peu des budgets mensuels dans les 3 destinations. Si tu peux nous parler de ce que tu dépensais et ce à quoi ça te donnait accès pour que les gens aient un ordre d'idée. En fait, quel Complètement. était le rapport qualité-prix, ton pouvoir d'achat pour tel montant? Première claque en 2017, vous allez en Thaïlande. Je vivais à l'hôtel. Je vivais en Airbnb.
pendant des mois. J'ai vécu 2 mois dans un hôtel. J'ai négocié pour que ma ma facture de lessive soit inclue. Et pour 750 €, je vivais à l'hôtel full time. Et nourri, non pas nourri, logé et Logé, blanchi. Logé, blanchi. Je mangeais en bas de l'hôtel dans une grand-mère qui me faisait des petits plats à 3 €. À 1000 balles, j'avais tout inclus, je vivais à l'hôtel. Ce sentiment de liberté, de te dire waouh, je vis à l'hôtel, qu'est-ce qui se passe? Et je ne gagnais pas des tonnes, hein. Je gagnais 2000 balles par mois. C'était littéralement fou. Et donc, cette période-là de liberté de la Thaïlande où tu vas dépenser de 500 balles, 1000 balles par mois à 15, 20, 30 000 balles par mois. Parce que surtout Bangkok peut t'avaler. Ouais, c'est ça. Le spectre est super large. Il y a Tu des peux aller en pays où tu es un soirée peu tous les capé. jours. Ouais. Par exemple, Panama, c'est assez difficile de dépenser par mois plus de 10-15 000, on va dire. Il faut vraiment s'arracher. Ouais. Mais tu as des pays, Dubaï, Bangkok, voilà, des villes pardon, où le spectre peut être extrêmement large. Tu peux avoir, ça peut aller à plein de gens. Tu as toutes les vies. Tu as toutes les vies possibles. Tu peux sortir tous les jours. Tu peux aller dans des restaurants qui sont excessivement chers. Tu peux consommer. Comme tu peux manger un pad thai à 3 balles. Exactement. Ok. Et donc, j'ai fait un peu tout. J'ai fait un peu tout en Thaïlande, j'ai un peu tout expérimenté aussi parce que mon business a grossi, mes niveaux de revenus ont monté. Plus les moyens. Comme beaucoup de jeunes, quand tu commences à gagner de l'argent, tu as ce besoin d'exister et de tout dépenser. Donc, tu mets des bouteilles de champagne qui vient de France. Tu as une table à Bangkok avec des gonzesses thaïlandaises pour un. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Du coup, au départ, tu dépensais peut-être 1000 balles par mois, on va Ouais. dire. Et au plus haut, tu as dépensé combien là-bas? 15, 20, 30. Ok, ouais. Quand il y avait les copains, t'invites tout le monde, ça va vite, quoi. Ouais. Ok, donc ça c'est pour la Thaïlande. Ouais. Portugal, budget. Portugal, budget, à ce moment-là, mon business était déjà beaucoup plus mature, c'était l'année dernière. Et même toi, peut-être, tu étais plus mature. J'étais aussi. plus mature aussi, j'étais avec ma femme, donc il n'y avait pas d'intérêt de dépenser outre mesure. On vit bien, on vit toujours comme ça aujourd'hui d'ailleurs. On est à peu près sur un loyer entre 1500 et 2000 € par mois. On a à peu près un budget course autour de 1000 balles. On a un budget sortie resto autour de 800, 1000 balles. On dépense entre 5 et 6 000 € par mois en mettant un petit peu d'argent de côté et surtout en vivant, quoi. On a un lifestyle, on essaye de ne pas se priver. Ouais. Même si au Portugal, avec 6 000 balles par mois, vous étiez pas les rois du pétrole. Bah ouais. Parce que déjà, tu as un loyer à 2000, il t'en reste plus que 4. Ouais, les sorties, les courses, les prix montent, c'est l'inflation partout. Tu fais 2-3 sorties qui coûtent un peu cher, boum. Ça va très vite, ça va très vite. Ça va très vite. Donc ok, pour la République dominicaine, à peu près le même budget encore une fois. Alors la République dominicaine, la première fois que je suis venu de 2019 à 2022, mon premier appartement était à 1000 € en centre-ville. Donc appart un petit peu plus petit mais sympa, confort, une belle tour. Ouais, piscine aussi, salle de gym. C'est presque une constante en fait. Sécurité, c'est une constante. Parce qu'ils construisent des condos avec un certain niveau de luxe et de service. Donc en général, la compétition est là, quoi. Ouais. Donc agréable, sympa, je suis autour de 4 à 5 000 € par mois je pense de dépenses et c'est bien. On fait attention parce qu'à ce moment-là le business n'explose pas ou ne donne pas autant d'extra que j'aimerais bien. Donc je fais un peu plus attention qu'en Thaïlande mais on est en train de bâtir la famille, bon tout va bien, ma femme a des revenus aussi à ce moment-là donc on est cool. Aujourd'hui le business a grossi, on gagne un petit peu plus, je me mets plus de salaire, plus d'investissement aussi donc c'est drôle, j'ai jamais gagné autant d'argent, mais je n'ai jamais fait autant, pas attention, mais j'ai vraiment appris ce que c'était que de gérer son argent et d'investir son argent et de développer vraiment une intelligence financière. Donc aujourd'hui, je peux me payer une Rolex tous les mois, c'est pas pour autant que je vais le faire. Et ça change tout. Le jour où tu peux et que tu arrêtes de faire, tu comprends qu'il y a un truc qui s'est passé dans ta tête. Et heureusement d'ailleurs, hein, sinon ça ferait vraiment n'importe quoi en termes de lifestyle. Et du coup, aujourd'hui, on est entre 5 et 7 000 € par mois de dépenses avec un bébé, avec un loyer à 1600, 1700 et avec des sorties, avec une vie. On est bien, hein, on vit correctement. Encore une fois, par contre, je ne calcule pas, mais on a des budgets. Ouais. Si je mets 2000 € le mois prochain en sortie ou en week-end parce que Julien il passe une semaine ici, qu'on fait des restos tous les jours, bon le reste du mois je vais calmer un peu quoi. Okay. On vit pas non plus la jet set. Là, puis ce qu'il faut dire c'est que là toi tu es dans un plan de vie long terme avec des investissements immobiliers dont on va parler un petit peu plus loin. Exactement. Et donc tu as des espèces de crédits à payer quand même, donc tu fais gaffe. J'ai 60% de mon budget mensuel qui part en investissement tous les mois. Ouais, c'est normal. Maintenant on va passer à un autre thème qui est lié en fait avec les dépenses, c'est au niveau des activités. Qu'est-ce que tu as fait dans ces 3 destinations? Qu'est-ce qui a été un peu marquant comme type d'activité, tu vois, pour
partager ça avec les gens qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne bosse pas dans ces pays-là. Ok. La première des choses, encore une fois, la Thaïlande. Le mercredi, on allait faire du surf sur une vague artificielle. Ok. Donc c'est du petit surf, là, machin, génial avec les copains. On allait au surf, on mangeait une pizza, on retournait bosser. Tu as des coworking, donc tu bosses souvent dans des petits bureaux qui te coûtent pas très cher. À l'époque, ça coûtait vraiment pas cher. 24/24, tout luxe. Pour nous, c'était le summum, hein. On cherchait les meilleurs coworking, etc. Le week-end, tu te dis, bon, Julien, on fait quoi demain? Bon, on va à la plage. Et donc de Bangkok, tu vas soit louer un petit van, soit prendre un avion qui va te coûter 30 balles et tu vas aller à la plage pour le week-end et revenir. Il y a beaucoup ça, aller visiter d'autres pays autour, etc. Donc beaucoup de voyages, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'activités, beaucoup de sports nautiques, beaucoup de sports de randonnée. Tu as la montagne, il y a vraiment plein de choses à faire en Thaïlande. Au Portugal, j'ai visité un petit peu l'Algarve, le sud du Portugal, magnifique, station balnéaire incroyable. Il y a pas mal de visites. On est allé également dans les terres, il y a des châteaux, il y a de la culture au Portugal, donc beaucoup de visites finalement qu'on a fait. Il y a aussi le Cascais, qui est une station balnéaire à 1 heure, je crois, de Lisbonne. Et puis tu as la côte directement qui est sud-est, tu vois, de Lisbonne, qui est également super agréable. Donc pareil, le week-end, le vendredi, moi je me souviens que le vendredi, on allait bosser avec David et Mathias à la plage. Je partais de Lisbonne, une demi-heure d'Uber et on est à la plage, quoi. Tu as pas mal d'activités aussi. Et ici, République dominicaine. Et ici, je vais pas dire que c'est un Disneyland à ciel ouvert, parce que ça, ce serait plutôt Dubaï, mais il y a énormément d'activités aussi. On est dans un pays qui est hyper touristique. Ouais, forcément. Là, ils sont en train de construire le plus gros parc d'attractions de Latino-Amérique à Cap Cana. Ok. Il y a des parcs à thème au niveau sport, nautique, etc. Aquatique. partout. Ouais. On est dans une des capitales du tourisme mondial. Donc, Ouais. vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bien évidemment, priorité à tout ce qui est sport aquatique. Si vous aimez faire du kitesurf, si vous aimez faire du surf, si vous aimez faire du wakeboard, c'est des spots qui sont incroyables. Il y a des gens du monde entier qui viennent faire du golf ici parce que c'est incroyable. Et sinon, vous pouvez quasiment faire ce que vous voulez, hein. Et si tu dois comparer les 3 destinations, laquelle est la plus fun? La Thaïlande, je pense Encore. que ça reste quand même un peu mon pays de cœur. Ok. Mais ici, tu fais tout, hein. Tu fais tout. Ouais. Nous, par exemple, j'ai monté un petit groupe de networking ici, etc., avec les Français qui sont là, avec mes copains. On va au paddle, on va manger au resto le jeudi. Il y a tellement de restos à la capitale que tu peux en tester des nouveaux différents et des choses sympas, quoi, des choses bien, des choses cool, que ce soit en termes de goût, en termes d'expérience et tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un pays en développement, mais il y a tellement cet apport Amérique, Europe, Canada que tu peux tout faire. Ouais. Et du coup, tu viens de parler des amis, c'était la question suivante, donc ça tombe parfait. Niveau communauté, entrepreneur, etc. Où est-ce que ça a été le plus fun des 3 destinations? Quelle destination pêche? Voilà, si tu peux Alors, faire un peu un feedback là-dessus. en Thaïlande, j'ai bâti quasiment ma communauté là-bas. On a fait un événement avec plus de 70 francophones à Bangkok. C'est incroyable le nombre de Français que vous trouvez en Thaïlande. C'est incroyable le nombre d'entrepreneurs que vous rencontrez en Thaïlande de tout niveau. Donc là aussi, ça reste la palme, hein, je pense, pour la Thaïlande en termes de networking. C'est énorme. Même si il y a beaucoup de mes amis qui étaient à Bangkok qui sont aujourd'hui à Dubaï, faut voir, tu vois. Mais hyper point névralgique en fait. Ouais. Et puis surtout au moment où tu y as été, il faut préciser ça, c'est Ouais. qu'au moment où tu y as été, c'était la C'était mecque le pic. des nomades digitaux, quoi. C'était Chiang Mai et Bangkok, tout le monde était là-bas, et que ce soit dans la communauté française ou internationale. International, exactement. Ouais. Le Portugal, donc je suis allé là-bas pour le Lisbonne, ça a été networking. un gros hub aussi, je pense. Ça a été intéressant. Moi, j'ai rencontré Maxime et Roman de Ecom French Touch. J'ai rencontré mon ami Luc également, qui est dans l'immobilier. Il y a pas mal de gens qui sont sur place, que ce soit à Lisbonne ou en Algarve. Il y a des gens sympas, il y a des entrepreneurs sympas. C'est bien. Il y a de Ok. quoi rencontrer des gens. Et des gens, là pour le coup, j'étais plus avancé, des gens de niveau. Voilà. Ok. Euh, Oui, parce que la Thaïlande, avec le côté cheap, en fait, va attirer beaucoup de débutants aussi, beaucoup de gens avec qui tu vas passer du temps, mais tu vas rien apprendre. En fait. Exactement. C'est comme. Bon, il y a de tout après en Thaïlande. Je dis pas que c'est que des Ah non, débutants. non, Il y a aussi des énormes businessmen en Thaïlande. Qui sont positionnés, Mais qui sont tu- là, qui tu- sont en oui, place. Ouais. Ouais, ok. Mais il y a quand même un filtre dans les autres pays par le coût de la vie, on va dire. Exactement. Ça coûte plus cher, donc mathématiquement, il y a moins de gens. Ici, c'est beaucoup moins connu. Ouais.
Comme destination d'expatriation pour web entrepreneurs, ouais, c'est Exactement. C'est-à-dire que c'est très connu. Il y a plein d'Américains qui viennent venir vivre les ici. retraités, Exactement. etc. Ouais. Il y a aussi des Américains dans le milieu business en ligne qui en parlent de plus en plus. Ok. Là, je vois des gens qui font du contenu, Reels, TikTok, etc. et qui parlent de laisser leur maison aux États-Unis, la mettre en loc, venir vivre ici quelques années, le pouvoir d'achat, la qualité de vie, etc. Je suis un mec d'ailleurs là qui est à Punta Cana et qui fait vraiment exactement ça comme business. Par contre, en francophone, il n'y a personne quoi. Ouais, c'est vrai. Alors l'avantage, c'est que le seul youtubeur que je connaisse qui est ici en fait. Actuellement en tout cas, si vous en connaissez d'autres, mettez-les dans les commentaires, qu'on aille les rencontrer. Mais là par exemple, Julien était déjà venu il y a quelques mois. J'avais vu sur YouTube Punta Cana et quand tu vois sur le YouTube francophone Punta Cana, Saint-Domingue, etc. Bon bah tu cliques parce qu'il y a peu de gens. Ouais. Donc du coup, ça serait limite la moins bonne destination pour quelqu'un qui aurait besoin de ce networking, qui aurait besoin de rencontrer des gens. Après, ce n'est pas toujours une nécessité dans le business, ça il faut le préciser aussi. Non. Et justement, ça m'amène un petit peu au point suivant, au niveau du focus. De la concentration, quel a été l'endroit où tu peux être le plus productif? J'ai bossé comme une brute ici pendant le Covid, je pense comme beaucoup de gens, parce que tu t'enfermes dans ta bulle. En vérité, tu peux t'enfermer partout, mais c'est vrai qu'ici, du coup, tu es moins sollicité. Donc en fait, moi, j'ai construit un réseau ici d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui sont venus il y a 20, 30, 40 ans, monter des restos, monter des hôtels, monter des business, mais ce n'est pas des entrepreneurs du web en fait. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens intéressants à rencontrer, il y a beaucoup de Dominicains à rencontrer. Gros avantage ici, comme on est dans un petit pays en développement, tu peux très vite rencontrer les aristos locaux. Quoi. Ouais, les têtes du pays. Ouais. Exactement. Ouais. Là, moi, je suis devenu pote avec le numéro 1 qui fait du dropshipping ici, par exemple. Et forcément, le mec, il est tout seul. En plus, il fait du dropshipping en ce qu'ils appellent payment on delivery, donc paiement à la livraison. Parce qu'il vend localement, c'est ça? Exactement. Okay. Et donc, c'est intéressant. On est sur des marchés de niche. Tu peux très facilement devenir visible, devenir connu. Je suis un petit peu en train de faire mon trou. Il n'est pas impossible que bientôt je sorte un peu sur les talk shows locales de dominicains, sur les podcasts, ce genre de choses. Parce qu'en fait, tu dénotes. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « Nul n'est prophète dans son pays ». Et c'est tellement vrai, surtout quand tu es dans des petits pays comme ça, où dès que tu vas avoir une personnalité un petit peu atypique, les gens, ils veulent avoir le français sur leur podcast. Quoi. Du coup, tu ne réponds pas à ma question. Où est-ce que tu es le plus productif des 3 destinations? Où tu te sens le plus dans une bulle pour monter ton business, pour le faire grossir? Moi, je l'ai monté en Thaïlande, encore une fois. Mais effectivement, on était hyper sollicités, on était toujours avec les copains, mais c'était notre truc à ce moment-là. Mais j'ai grossi ici. Ok. La grosse étape 2021-2022 dans lequel on a passé 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était ici. Ok, très bien, ça répond à ma question maintenant. On va retourner au point des amis, etc. en allant encore un petit peu plus loin puisque une grosse partie des gens qui me regardent sont des hommes. Ouais. Et donc quand on s'expatrie, il y a aussi un truc qu'on se demande, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de femme à l'autre bout du monde? Est-ce que tu peux un peu comparer? Alors je sais que quand même dans la moitié de ton expatriation, tu t'es marié. Donc, exactement. Tu n'as pas été en mode drague, on va dire, sur l'ensemble de tes 6 ans. Mais voilà, est-ce que tu peux partager un petit peu ton expérience que tu as pu voir, même peut-être d'amis autour de toi, etc. Complètement, ouais. Au final, c'est des pays qui se ressemblent beaucoup, que ce soit la Thaïlande ou la République dominicaine. On est sur un marché qui est tarifé déjà, beaucoup. Il y a beaucoup de prostitution dans les 2 pays. Ouais. Et ça d'ailleurs, quand on s'expatrie, c'est aussi souvent la première fois où on est confronté à ça. Parce qu'en France, on est assez peu confronté à la prostitution. On ne le voit pas autant aussi. Et moi, je sais que quand je suis arrivé au Maroc, là, il y a énormément de prostitution au Maroc, dans les clubs, etc. Quand je suis arrivé au Panama, c'est pareil, c'est tous les jours. À Dubaï, c'est tous les jours. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'est pas confronté. C'est un peu quand on s'expatrie qu'on y est confronté pour la première fois. Enfin, à moins que je ne sache pas, en France, il y a peut-être des spots, j'en sais rien. Il y a peut-être des spots, mais moi, je ne connaissais pas. Rue Saint-Denis, tu étais à côté d'ailleurs. Quand j'étais. Rue Saint-Denis, il faut avoir très faim quand même. Il faut avoir très faim. 10 km au compteur. Et pas avoir peur de choper des maladies. Ok. Mais donc très tarifé dans les 2 côtés, peut-être pas au Portugal là. Pour le coup, l'Europe peut-être pas. Non, l'Europe ça m'a pas choqué. Après, je suis déjà vraiment installé avec ma femme et j'ai pas regardé, étudié le marché. Mais l'Europe, pour le coup, après j'étais. C'est beaucoup plus proche de chez nous, donc c'est beaucoup plus similaire finalement au fonctionnement. Ouais. Alors, c'est un cliché, mais je suis allé qu'une seule fois au pute en Thaïlande. Okay. Tout le monde pense que tout le monde y va, ne fait que ça, etc. Non, c'est vite, déjà, quand tu es jeune, que tu es plutôt
sympa ou socialement t'es pas joli, complètement faut le dire. bloqué et beau Il est beau, gosse. le Enzo. Et beau gosse, bon bah tu vas d'abord draguer, c'est hyper facile. Oui, et puis en plus, t'es un peu T'as un edge. exotique. Ouais, T'as un edge. t'as Comment edge est-ce qu'on sur, dit ça en français? T'as un avantage. T'as un avantage compétitif sur le marché. Exactement. Ils veulent sortir avec des blancs, ils veulent sortir avec des Européens, ils veulent sortir avec des étrangers. Et donc tous mes potes qui étaient arabes, noirs, blancs, eh ben t'es différent sur le marché. Ils ont envie de goûter quelque chose de différent. Bon, parfois les noirs, désolé les amis, en Thaïlande, ils s'appelaient pas trop. Ouais. Les nanas ont peur d'avoir mal. Ok, mais c'est bien que tu le dises parce que souvent il y Désolé a pour beaucoup vous. de personnes de la communauté musulmane et aussi des Africains qui me Ouais. demandent quel est le regard quand on est dans tel ou tel pays. C'est super que tu J'avais des l'aies potes blacks et les nanas elles étaient non, trop petit, trop petit. Ok. Et donc il y avait un peu ce cliché, mais ça reste un cliché. Ouais. Il y a aussi justement la différenciation, ça marche. Ouais. Tu vas pouvoir trouver des tailles avec un niveau incroyable, c'est ça l'avantage. Quand tu vas à l'étranger, tu changes de ligue. Donc Ouais. si en France tu draguais en Ligue 2, là tu vas draguer en Ligue A et aller Directement. sortir avec des 8, des 8,5, des 9. Parce que tu es différent du marché, tu es un produit exotique, tu es un produit différent. Il y a aussi, et c'est évident, une question un petit peu, les nanas qui cherchent à trouver un bon parti. Ça Oui. fait partie du deal, ça fait Oui. partie de l'équation. C'est pas une légende. Il Ouais. faut sortir de cette croyance populaire de se dire « Ah oui, mais non, c'est mal, t'achètes l'amour, etc. » Les amis, sortons un petit peu de notre trou du cul français, regardons un peu ce qui se fait dans le monde C'est pour ça entier. qu'on s'expatrie aussi, c'est pour voir autre chose. Ça marche comme ça partout en fait. Il y a ce truc de la femme qui va chercher un peu de sécurité, qui va chercher un homme qui va pouvoir répondre à ses Et c'est besoins. un besoin primaire d'une femme en fait, tout simplement, si on revient au. Et donc, tu as beau faire ce que tu veux, l'essentiel. le cliché est quand même vrai. Même des femmes en Thaïlande qui ont une bonne situation, qui gagnent leur vie, qui sont indépendantes, qui ne sont pas dans le besoin, vont chercher un homme qui est qui dégage capable, quelque chose. ouais, Un homme charismatique, un homme qui gagne sa vie, un homme qui a des moyens. qui réussit. Ouais. Ça fait partie de l'équation. Donc, dans tous les cas, la recherche du bonheur, peu importe qu'elle soit sur la planète, les amis, il faut qu'elle s'accompagne de gagner de l'oseille. Ouais, bien sûr, ça en fait Et partie. c'est pour ça qu'on est là. Et du coup, si on doit résumer, où sont les plus belles femmes dans les 3 pays que tu as pu Les visiter? plus belles femmes du monde. Alors moi, j'aime les femmes avec des seins, avec des fesses, avec des formes. C'est ici. J'en avais quelques-unes en Asie. Mais c'est vrai qu'en général, en Asie, les femmes sont beaucoup plus minces, etc. Même si on est dans une culture du sport maintenant. Donc même en Thaïlande, elles font du squat et elles ont du cul. Oui, ça arrive. Mais c'est beaucoup plus sur les latinas. J'aurais aimé avoir un mix. Moitié latina, moitié asiatique. Les femmes, c'est un peu petit conseil que je peux donner. J'ai adoré ce mix entre les femmes asiatiques, thaïlandaises, thaïlandaises, japonaises, thaïlandaises, françaises, thaïlandaises, américaines. Il y a vraiment des belles femmes. Bon, pour tous ceux comme Julia qui aiment les femmes de l'Est, russes, asiatiques. Russo-asiatique, c'est pas mal. Boum. C'est très, On très a là vous trouvez vraiment des millésimes qui sont magnifiques. Mais voilà, moi j'adore. Si vous aimez les latinas, ici vous serez servi. Si vous aimez les asiatiques, vous serez servi. On n'aura pas grand chose à dire. Je ne vais pas faire la mauvaise blague de si vous aimez les poilus, vous les trouverez au Portugal. Il y avait de belles femmes au Portugal, mais ça reste la femme avec un style européen. Même si à Lisbonne, c'est très cosmopolite, il y a de très 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 jolies femmes. Niveau mentalité, comment tu compares un peu ça, peut-être même avec tes expériences précédentes? Ça, par en- contre, en certainement Europe, le en point France. le plus important. C'est que, effectivement, si vous voulez une femme un peu plus avec une mentalité conservatrice, une femme qui va être d'abord une maîtresse de maison, une femme qui va s'occuper du foyer, qui va s'occuper des enfants, avant de vouloir développer sa carrière, c'est quand même un point où en Thaïlande et dans l'Amérique latine, vous allez trouver des femmes avec ce type de mentalité, avec ce type de vision du monde, avec ce type de vision du foyer. Alors qu'en France, en Europe, le féminisme a fait des ravages, l'émancipation des femmes, qui certes peut être une bonne chose, mais qui modifie un petit peu cette notion de foyer, etc., où la carrière peut passer avant la famille, avant la maison. Et en fait, malheureusement, ils ont rendu une tâche qui était extrêmement importante pour une femme, qui est de justement élever la génération future. exact. Ils l'ont rendu comme si c'était pas un travail et que la femme ne travaille pas quand elle est à la maison, alors que pourtant elle fait le Exactement. travail le plus important. Elle élève la future génération, elle élève vos enfants. Et donc oui, il y a un vrai changement De civique. paradigme. Ouais, de paradigme. Et donc, si vous voulez une femme avec un mindset un peu plus Traditionnel, conservateur, traditionnel, Bah, c'est
effectivement, hors Occident, hein, déjà. dans ces pays-là, vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied. Et on a dans les deux camps des femmes très caractérielles, des femmes jalouses, des femmes vivantes. Encore plus caractériel ici, je dirais. Enfin, en Amérique latine, de manière générale, l'Asie, C'est plus émotionnel. Elles peuvent être quand même plus en retrait, plus soumises, plus dociles, on va dire. Plus dans la culture de ne pas faire de vagues, on va dire. Exactement. Alors que Mais en ici, ça Thaïlande, peut- méfiez-vous quand même. Oui, il oui, y a en des Thaïlande. cas de figure où il y a des mecs qui se sont réveillés avec le sgeg en moins, où la femme leur a J'ai entendu coupé ça, j'ai entendu ça. Bon, il y a des C'est histoires, il y a des anecdotes. Ouais, et puis- Mais en tout cas, il y a quand même cet avantage en effet de construire un paradigme un peu différent. J'étais pas particulièrement orienté autour de ça. Nos deux femmes sont des femmes entrepreneuses, donc ça existe, mais priorité, la famille, le foyer. En fait, dans une vie d'entrepreneur où on est à 200 à l'heure, où on est focus sur notre truc, tu as besoin que quelqu'un t'aide à tenir les rênes à la maison en fait. Ouais, clairement. Et du coup, ce partenaire de vie, pour moi, c'était important et c'est devenu essentiel aujourd'hui. Et juste pour revenir sur le caractère, là tu parlais de la Thaïlande et le truc c'est que l'Asie est tellement grand qu'il y a quand même pas mal de traits de caractère. C'est le double en termes de pays par rapport à l'Amérique latine. Et complètement et différent. du coup, il y a quand même beaucoup de caractères différents et effectivement en Thaïlande ça va peut-être être un petit peu plus énervé que par exemple une japonaise. Je pense qu'au Japon, on va être vraiment dans ce que tu dis, plus de tabous, plus de réserves, etc. Voilà. Le point suivant que je voudrais aborder, qui est un point qui intéresse énormément les gens qui nous regardent, c'est l'immobilier, c'est le fait justement d'acheter de l'immobilier puisque ça fait partie un petit peu du schéma habituel d'acheter une maison. Devenir propriétaire. Ouais, voilà. Et il y a ce truc du crédit en Occident et donc les gens ont peur même de quitter l'Occident, de s'expatrier parce qu'ils ont peur de ne plus avoir accès au crédit. C'est d'ailleurs une croyance incroyable de penser que le reste du monde, à part donc il n'y aurait que l'Europe, les États-Unis qui vivraient à crédit, le reste du monde, non, on n'a pas de crédit. On n'a pas accès. Ouais. Non, c'est pas la réalité. Bien sûr qu'il y a des crédits dans le reste du monde. Après, bien sûr, les conditions ne sont pas aussi intéressantes qu'elles n'ont pu l'être il y a encore 1 ou 2 ans en Europe. Ouais. Aux États-Unis, c'était déjà plus cher. L'argent est plus cher aux États-Unis depuis déjà un moment par rapport à l'Europe. L'Europe était une anomalie avec des taux aussi bas. Ouais. Donc toi, tu as acheté également de l'immobilier. Donc ça va être intéressant d'en parler. Tu as acheté d'abord en France et également ici. Donc on va pouvoir faire un comparatif entre les deux. Alors, la première des choses, c'est peut-être comme vous, j'ai vu une vidéo YouTube de gens qui disent, voilà, on peut acheter à 110%, on peut acheter de l'immobilier, s'enrichir à crédit et faire que ce soit le locataire qui paye le loyer. J'ai appliqué bêtement, j'ai acheté un cours, je me suis formé et j'ai voulu vérifier ça par moi-même. Et donc, j'ai acheté un petit studio à côté de chez moi, à côté de l'université, avec des étudiants. Ça m'a coûté 40 000 et quelques, 44 000 euros, quelque chose comme ça. 280 euros de remboursement de prêt, assurance incluse, 350 euros de loyer. Donc tout le monde me dit non, n'achète pas, c'est une erreur, tu vas changer des chiottes, comment est-ce que tu vas faire? Tu as deux mains gauches, tu ne sais pas bricoler. Et au final, j'ai acheté quelque chose qui était clean, j'ai changé le locataire et j'ai donné mon RIB. Et j'ai commencé à encaisser des loyers. Et la réalité, c'est que beaucoup de gens disent beaucoup de choses et pensent beaucoup de choses. Mais cet appartement que j'ai revendu il y a 1 ou 2 ans, il m'a amené des loyers. Il m'a permis de rembourser du crédit et donc de faire de l'épargne d'une façon ou d'une autre. Le marché est monté et j'ai pu faire une plus-value à la revente. Donc, même si vous démarrez avec un petit projet, lancez-vous. Il y a des super opportunités. Et ça m'a rien coûté parce que tout a été financé par la banque. Bon. Le problème, c'est quoi? C'est la France. C'est la France. J'ai investi en France, comme je vous l'ai dit, à côté de chez moi, à Valenciennes, et je suis parti voyager après. Donc au début, je mets un locataire, c'est moi qui fais les entrées et les sorties. Je mets un deuxième étudiant, ça se passe bien, 2 saisons, tout est cool. Et à ce moment-là, moi, je suis en Thaïlande. Et à partir de là, c'est compliqué de rendre cette responsabilité à quelqu'un, de faire les entrées, de faire les sorties, de faire le suivi, etc. Et mes parents, ils bossent, ils ont autre chose à faire. Et je ne me sentais pas en fait de les obliger un peu, tu vois, de leur donner cette mission. Donc tu te délègues à une agence? À une agence. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Et donc j'ai donné à une agence qui a mis, on va pas passer par 4 chemins, un cassos dans le nord de la France. On a une population qui a été traumatisée par les récessions, par les différentes crises économiques. Et on a des cassos et on a pour le coup un bon gros cassos, un bon gros spécimen. Il a arrêté de payer les loyers. L'agence m'envoyait des emails sur une adresse email que je n'utilisais plus. Jamais vu ces emails. Quand je me rends compte du truc, il est trop tard. C'est la trêve hivernale. Et là, je découvre la beauté de la législation française. Vous n'êtes plus chez vous. J'appelle la police. Vous ne pouvez rien faire, monsieur. Surtout, n'allez pas à l'appartement.
surtout, ne faites rien parce que vous pourriez être pénalement vous mettre en risque. Si vous allez là-bas et vous le sortez, il peut vous attaquer. Mais c'est marcher sur la tête. Et là, j'ai découvert vraiment ce système-là. L'huissier de justice qui se charge du truc, qui va le sortir, lui laisse un petit mot sous la porte. Sans sonner, des fois que ça le dérangerait. C'est incroyable. C'est vraiment gênant. J'ai découvert la mocheté vraiment du système. Je me suis senti violé, je me suis senti volé. Je me suis senti pas respecté. J'avais pris les risques de faire un crédit, pris les risques d'acheter de l'immobilier, d'essayer de créer de la valeur pour les gens. Parce qu'après, j'ai meublé, j'ai amélioré les trucs. Et mon appartement a été dépouillé. Il y avait du moisi sur les murs. Vous voyez le genre de documentaire de crado qu'on voit sur les gens du Nord? Malheureusement, ça en était une réalité. Ils sont venus avec des Karcher pour nettoyer les murs tellement que c'était dégueulasse, de la moisissure, de la saleté. Ça, c'est incroyable. C'est une constante. À chaque fois que les gens ne payent pas leur loyer, en plus, ils dégueulassent le truc. Je ne sais pas pourquoi, ça va te perdre. Bref, ça m'a vacciné, vous imaginez bien, même si le vaccin n'est pas le truc que j'adore le plus au monde, ça m'a vacciné contre l'immobilier en France. Et donc à partir de là, terminé. J'ai vendu, j'ai encaissé mon argent et j'ai regardé ce qui se faisait à l'étranger. Et là, bonheur, opportunité de marché incroyable dans plusieurs villes du monde, que ce soit sur la construction, l'achat-revente, la location, la fiscalité ou la gestion des locataires. Ici, vous ne payez pas votre loyer, ils vont vous virer à grands coups de pied dans le cul et vous n'avez pas intérêt de demander votre reste. Je me suis fait une fois arnaquer d'ailleurs sur mon déposit où le mec il m'a dit bon ben voilà, tel meuble il est abîmé, je te prends 500 balles. Et tu n'as pas de recours. Ouais. Tu veux faire quoi? Pour 500 balles en plus. Tu vas aller au tribunal pour 500 balles? Bah ok, allez vous faire mettre. La prochaine fois, je ferai différemment. Attention, ouais. Je prendrai un avocat et très bien. Mais bref, c'est donc voilà, ouais, c'est un protégé rapport, quoi. C'est un rapport qui est complètement différent et Complètement. du coup, le rapport de force est inversé dans la plupart des pays hors Occident. C'est incroyable. Où le Ici, propriétaire est réellement propriétaire en fait. ton argent est respecté. Ta personne est respectée. En France, j'ai eu l'impression de me faire pisser dessus, quoi, Ouais. clairement. Après, bon, c'est pas pour refaire le match après, mais si tu avais continué à toi-même sélectionner les locataires, peut-être que tu aurais pu éviter ça. Enfin, Bien sûr. ça reste, les impayés, ça reste très minoritaire et c'est juste, voilà, c'est un peu la faute à pas de chance, etc. Mais en tout cas, ça t'a vacciné. Ça m'a vacciné et effectivement, il faut vraiment faire ça avec des professionnels. L'agence est certainement mal sélectionnée. Ouais. J'aurais pu mieux faire le truc. J'étais à l'autre bout du monde, j'étais jeune, c'était la fête. T'as appris en tout cas. Exactement. Comme chaque expérience, t'en sors quelque chose. Et j'ai découvert des marchés comme la République dominicaine par exemple, comme Dubaï, j'en ai entendu parler par la suite, qui te donnent d'autres opportunités. En termes d'investissement. Celle d'acheter du neuf, celle de pouvoir acheter avec des facilités de paiement. Des payment plans, je sais pas comment Exactement, on peut dire, des plans de paiement. Plans de paiement. Donc ici, le crédit coûte cher. Ouais, on va en parler, je vais en parler dans la important d'en parler. deuxième partie du truc parce qu'effectivement, on peut faire des crédits, mais effectivement à certains coûts. Par contre, attention, Attention, à ces attention, oui, yes. Et donc du coup, des payment plans, qu'est-ce que c'est? Tu vas acheter un bien neuf. Donne-nous un exemple concret, là, ton appartement à Saint-Domingue par exemple. Mon appartement à Saint-Domingue, 125 000 $, constructeur de réputation nationale qui a déjà fait plein de bâtiments Ça, c'est magnifiques. primordial. Le constructeur, c'est ce que tu achètes. C'est exactement, c'est le pro avec qui tu vas bosser. Ouais. Tu vas déjà dans des résidences qui sont construites, tu peux voir le niveau de luxe, le niveau de finition, piscine, jacuzzi, salle de sport, home cinéma, incroyable. Et toi, tu achètes un petit morceau de ça dans un bon quartier à Saint-Domingue, 125 000 $. Super opportunité, il en restait qu'un. Donc là, J'arrive à on est choper sur ça. plan, il faut préciser les choses, c'est pour Tu l'instant. achètes un truc qui te sera livré dans 2 ans, sur lequel, moi pour le coup, ils avaient déjà commencé à nettoyer le terrain et faire les excavations. Ok. Donc ça avait un petit peu démarré, mais en général, c'est ça, entre 2 et 2 et 3 3 ans. Et tu avant vas acheter un de la truc livraison, ouais. sur photo, quoi, en gros, hein, sur des modèles 3D qu'ils construisent. Et du coup, tu payes 10, 15 ou 20% cash en déposit. Et ensuite, ils te font une mensualité. Et donc, comme si tu remboursais ton crédit, tu payes tous les mois au constructeur pour pouvoir justement payer ton bien immobilier sur 1, 2, 3 ans en fonction de quand il va être livré. En général, tu vas payer entre 50 et 60% pendant la construction de l'appartement et tu devras payer 40 ou 50% à la livraison. 3 ans après à peu près. Au niveau des crédits à proprement parler, est-ce qu'on peut rentrer aussi là-dedans? Parce qu'il n'y a pas que le payment plan, tu peux aussi accéder à du crédit, on va dire, un peu plus classique, comme ce qui se fait Voilà. en Occident. Exactement. Donc ça également, ça existe et il va y avoir, suivant la manière dont tu empruntes, des conditions qui vont être plus ou moins favorables. Comment t'empruntes? Où est-ce que t'empruntes? Dans quel type de Pour acheter projet? quoi, ouais.
Tu avais parlé par exemple ici dans les projets de grosses villas où il y avait des partenariats avec des banques où on pouvait avoir 6, 5,5, 5% de taux d'intérêt par an. Ce qui est intéressant. Oui, qui se rapproche des US, donc c'est pas déconnant du tout. Pas du tout. Par contre, effectivement, l'accès au crédit de façon traditionnelle en pesos dominicains, qui est la monnaie locale, on est 8, 9, 10, 12, 14% parfois sur des achats immobiliers, voitures et tout ça. C'est super cher, d'accord? Ça coûte cher, mais vous avez quand même la possibilité de le faire. Et là, moi, où j'ai découvert un intérêt, même pour moi qui ai un peu de cash, de faire du crédit, c'est par exemple, on achète un appartement sur plan, on paye les 50 premiers pourcents. Donc par exemple, par mensualité. Donc tu fais un dépôt d'abord d'une quinzaine, sur 120 000, tu mets 15 000 et après tu payes des mensualités. 2 000 € par mois. 2 000 € pendant 2 ans, 3 ans. Exactement. Et 2 ans pour le coup. Et le gros truc en fait qui est intéressant, c'est que quasi à la livraison, tu peux revendre. Et ça, c'est le truc qui se fait énormément à Dubaï aussi. T'encaisses ton profit. Ouais, c'est ça. Tous ceux qui me regardent et qui ont connu la période un peu de phase de Covid avec les projets Emar où tu as acheté, limite c'était presque une loterie à la fin pour avoir l'accès à pouvoir acheter, à faire le dépôt et à payer les mois. C'est ça. Ils revendaient avant même d'être livrés ou à la livraison leur appartement en prenant un bon profit. Alors bien sûr, il faut être que tout soit un peu aligné, être dans la bonne période économique parce que forcément si le marché va contre toi, ça ne marche pas ça. Exactement. Mais quand tu es dans les bonnes périodes, c'est pas mal. Et puis tu as beaucoup de gens qui veulent acheter des biens finis, qui en ont besoin tout de suite. Et donc il y a un premium pour ça. Exactement. Tu achètes sur plan, tu achètes pendant la construction, il y a la période d'attente. En général, tu pourrais faire une plus-value moyenne en fonction du constructeur, en fonction de l'endroit où tu achètes, 15 à 20%. C'est-à-dire que tu achètes par exemple à 125 000, ça va valoir 140 quand ça sera fini, en moyenne. Et un truc qui est intéressant dont on parlait hier, c'était sur le fait que sur les 40% que tu dois encore payer, tu peux aussi faire un crédit. Tu peux aussi faire un crédit. C'est là où effectivement j'ai vu que le crédit était possible et intéressant dans mon cas. C'était que je vais payer les 60 premiers 1000 de l'appartement. Donc par mensualité, ça tu le sens par pas. Par mensualité, tous les mois. Là où tu vas être au moment où tu dois mettre 50 000 sur la table. Tu pourrais faire un crédit à ce moment-là. Exactement. Tu fais un crédit hypothécaire, tu vas auprès de la banque, ils te signent une hypothèque sur ton bien immobilier sur lequel tu as déjà payé 60%. Ils l'utilisent en collatéral. Et ils te font un crédit sur le reste. Voilà, tout simplement. Et donc si par exemple, toi tu dois mettre ton bien en location longue durée ou courte durée, et donc que tu vas avoir des revenus, bah, c'est finalement ton locataire qui va payer le reste de ton crédit. Et donc, tu peux faire 50% à crédit et pas sentir passer et que ça soit finalement ton locataire qui paye ton patrimoine, qui fasse grandir ton patrimoine. Donc, c'est également possible de le faire ici. C'est également possible de le faire à l'étranger. Avec un coût plus important, mais c'est possible. Oui, mais c'est intéressant de faire ce genre d'interview parce que ça ouvre un peu la vision de beaucoup de Français qui restent bloqués dans le fait qu'on ne peut emprunter qu'en France et dans le reste du monde, c'est pas possible. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des payment plans. Je ne savais pas qu'on pouvait acheter sans avoir 30 ou 40% d'apport de l'immobilier. Et je ne savais pas qu'on pouvait finalement faire grossir son patrimoine en location. C'est ces trois choses-là qui ont changé mes deux investissements que j'ai réalisés là. La question suivante que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui te manque de la France après 6 ans? Alors j'imagine pas les impayés et les squatteurs. Non, pas les squatteurs. Pas les squatteurs, pas les grèves, pas la tension sociale qu'on peut ressentir au quotidien, pas l'insécurité qu'on peut ressentir dans les transports en commun. Une de mes vraies craintes que j'avais, c'était d'avoir une fille, moi, tu vois. D'avoir une fille, de faire grandir ma fille en banlieue lilloise ou en banlieue parisienne et d'imaginer la pression qu'elle allait ressentir dans les transports en commun pour aller bosser, etc. Ma copine se faisait harceler en permanence. Tout ça ne me manque pas. Qu'est-ce qui te manque concrètement? On vit au milieu du paradis. Le Bordeaux et la choucroute, sérieusement. Mes amis, ma famille, ceux qui ne voyagent pas trop, qui n'ont pas forcément cette mobilité comme on peut avoir quand on a une activité sur Internet. Oui, ceux qui sont restés un peu en rat race finalement. Exactement. Et puis qui ont des attaches en France. J'adorerais voir mes amis Geoffrey Ellison plus souvent. J'adorerais avoir mes parents plus souvent. Bon, c'est comme ça. Donc ces proches-là nous manquent un peu, mais ça renforce aussi les moments où on les voit. Donc il y a des avantages, des inconvénients. Les moments sont plus forts, ils peuvent être plus privilégiés, des meilleurs moments. C'est sûr que quand je passe une semaine avec ma mère ici à Punta Cana, c'est pas pareil que si on passe une semaine en Normandie ou que sais-je. Tu vois. Exactement. Donc ça crée d'autres moments. D'autres souvenirs. Ouais. Au niveau de la nourriture, parce que c'est souvent le truc qui vient des Français, donc tu as dit le Bordeaux, la choucroute, mais sinon finalement, si tu as envie de manger français… Si tu as envie de manger français, tu manges français. Il y a plein de restaurants français partout dans le monde. Les Français
Français, on est quand même expatriés partout. Hein. On est très nombreux. Tu Ouais, retrouves des t'arrives Français toujours à trouver une boulangerie, un partout truc. où tu vas. Et donc tu peux manger des bons croissants, tu peux manger des petits pains, tu peux boire du bon vin rouge, tu peux boire du bon champagne. Certes, tous les produits qui sont importés vont te coûter plus cher, c'est une évidence. Mais si tu veux manger une fondue savoyarde en plein mois d'août, en Thaïlande ou à Punta Cana, c'est possible. C'est possible. Donc voilà, bon, ce qui te manque le plus, si on doit résumer, c'est vraiment le côté amis. affectif, les amis. Exactement. Est-ce que tu retournes fréquemment en France parce que ça, c'est aussi un truc que les gens se posent comme question. Ouais. Une fois que tu es parti, C'est pas parce est-ce que tu après, t'es ça devient loin? Exactement. C'est pas parce que tu t'es C'est quoi ton rythme, expatrié que tu vas plus en France. Au contraire, aujourd'hui, je profite de la France quand j'y vais. Paris, c'est génial quand tu as un peu de moyens et du temps. Et donc, Qu'il fait beau l'été, exactement. sans trop de Parisiens. Tu choisis en fait tes moments choisis avec ton la moment, France. Tu exactement. choisis ta relation avec la France. Ouais. Et je suis en bien meilleur terme aujourd'hui avec la France que je ne l'ai jamais été parce que finalement, c'est pas Tu l'as une subi. obligation, Ouais, tu l'as subi. mais c'est un choix. Exactement. J'y vais à peu près tous les 3-4 mois, Ok. principalement pour le business. Je passe voir mes amis et je vais bosser avec les équipes parce que j'ai des équipes à Paris du coup. Et on bosse, on fait un peu la fête et on revient en famille. Du coup, la question suivante que je voudrais te poser, c'est est-ce que l'expatriation, c'est un moment de ta vie et tu songes déjà à retourner vivre en France à un moment, peut-être quand tu vas vieillir, ou non, le fait déjà d'avoir dézoomé, d'avoir vu le monde sous un nouvel angle, etc. Ça y est, c'est dans ton ADN, maintenant tu ne vivras qu'à l'étranger. Ouais, complètement. Qu'est-ce que la France pourrait m'apporter de plus que ce que le monde pourrait m'apporter? C'est vraiment la question à se poser. Quand tu as cette vision internationale, plus jamais quasiment la France ne devient une option dans un futur potentiel pour toi. En termes de sécurité, il y a mieux ailleurs. En termes de fiscalité, il y a mieux ailleurs. En termes de soleil, il y a mieux ailleurs. En termes de relations, de vie, de rencontres, il y a mieux ailleurs. Et donc, typiquement, on est à l'inverse. Aujourd'hui, plus je vieillis, plus je me rends compte qu'on peut avoir du service. Et même, je pourrais plutôt faire venir mes amis, faire venir mes parents, leur mettre une maison à disposition, leur mettre du service, des infirmières par exemple, si demain mes parents ont besoin d'être un peu médicalisés, etc. On sera toujours mieux à l'étranger qu'en France, en tout cas c'est ma vision, et j'aurais tendance à imaginer que je vais continuer à faire ma vie expatriée en allant de temps en temps profiter des bons côtés de la France, plus qu'autre chose. Et du coup, comment tu vois ton futur? Donc là, pour l'instant, tu es bien installé ici, donc là, tu te projettes vraiment sur le long terme. Est-ce qu'il y aurait d'autres pays qui te feraient rêver, d'autres pays dans lesquels tu aimerais vivre? Alors, pour l'instant, les plans sont ici. On a des plans à 5 à 10 ans d'investissement immobilier, de développement de la famille, l'école du petit, etc. Il y a plein de choses qui font qu'on s'enracine ici. Ouais. J'aimerais découvrir d'autres pays, continuer à vivre des aventures, mais c'est dur de vivre des aventures et d'avoir une stabilité. Donc on est toujours un peu dans cette balance-là. Je rêverais de pouvoir aller vivre dans plusieurs pays pendant quelques mois, mais pas y vivre. Lesquels? Quelques mois au Japon. C'est quelque chose qu'on partage. Suivre des cours de japonais, découvrir un peu la culture locale, connecter avec ma passion du manga. Plein de choses comme ça que j'aimerais pouvoir aller vivre en immersion. J'aimerais aller faire également des immersions dans pas mal de pays d'Afrique que je ne connais pas du tout, qui m'attirent, qui sont en développement, qui sont en croissance, dans lesquels il se passe des choses folles. J'aimerais beaucoup la culture asiatique quand même. Il y a pas mal d'endroits où j'aimerais retourner. On sent bien, de toute façon, depuis le début de l'interview, on sent bien que ça a été un game changer dans ma vie. Retourner un petit peu à Bali, retourner un peu comme ça à quelques endroits clés du monde. J'ai jamais fait l'Australie, je ne connais pas. J'aimerais aussi Mais là, on visiter. est plus dans le cadre de voyage, Voyage, ou découverte, immersion. de moments de découverte, mais j'ai l'impression quand même que tu te plais bien ici et que là, pour l'instant, on est vraiment sur le long terme ici, pour l'instant. Il y a un projet de vie. J'ai compris un truc, que ce soit dans l'expatriation ou dans le business, à un moment donné, le focus et investir quelque part ton temps, ton énergie, ton argent, fait que tu apprends à l'aimer aussi, Ouais, tout simplement. sûr. Donc pour l'instant, c'est ça. Bien évidemment, si ça change un jour, retourner vivre en Thaïlande, pourquoi pas. Ça reste toujours dans mes pays favoris, donc ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement ces 6 ans d'expérience en tant qu'expatrié? Quelle ouverture ça t'a apporté? L'ouverture d'esprit, l'ouverture sur le monde, comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre, il n'y a pas qu'une seule façon d'être heureux, que tu n'es pas cantonné à vivre quelque part, que c'est pas parce que mon père est né à Milonfos, que ma mère est née à Denain, que je suis né à Denain, que je vais mourir à Denain. Ouais, Qu'il y a d'autres choses, que je peux vivre avec des gens d'autres cultures. Beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de tolérance, beaucoup d'acceptation de l'autre et une définition de soi. Je ne suis pas uniquement que le produit de mes parents, que le produit de mon pays. Je suis français, oui, mais beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, je parle baragouine 3 langues. Je suis un enfant du monde. J'ai l'opportunité demain d'aller en Chine, d'aller partout, de créer des relations,
pourquoi pas de m'installer, pourquoi pas de vivre, pourquoi pas de bosser. Tu as tellement beaucoup plus de possibilités et de liberté. Donc ça t'a vraiment apporté cette grande ouverture d'esprit, cette liberté tout simplement, ok. Une certaine forme de résilience aussi. Quand tu commences à t'expatrier, il n'y a rien qui est dans les clous. Ouais. Il n'y a rien qui Il y a va plein tout droit. d'imprévus. La Surtout vie quand est tu une vas dans des aventure. pays émergents. Ah bah là, C'est le Maroc à mon avis à ton époque quand tu y Ouais, allais, incroyable. ici quand tu viens, il y a ce qui se passe sur le papier et il y a une réalité qui se passe et dans la vraie réalité qui vie. est parfois tout autre. Et il faut parfois casser un peu ton mindset rigoureux, droit, structuré de français, être Totalement. beaucoup plus à la cool, accepter les autres cultures et façons de vivre avec lesquelles ils sont. En Thaïlande par exemple, il y a ce mindset du sabai sabai qui veut dire tout va bien, ça va aller, tranquille, qu'on retrouve aussi vachement ici. Les Caribéens sont très à la cool, ça va bien se passer. Et moi, ça m'a confronté, parce que moi, c'était la rigueur, la discipline, l'organisation. Et j'ai appris à lâcher du lest et être un peu plus cool. Donc ça t'apporte aussi spirituellement limite un changement. Une sur ouverture, toi. ouais, Ok. complètement. En J'ai un découvert la spiritualité aussi ici, pays très religieux. Moi, j'ai grandi dans une famille à la base qui était catholique. Tu vois, mes grands-parents venus d'Italie, etc. Ma grand-mère, côté paternel, qui allait beaucoup à l'église. Mon père, qui était un enfant de cœur quand il était petit, mais ils n'ont pas retransmis ça. Je fais partie de cette génération des parents qui sont nés dans les années 60, qui n'ont pas retransmis ces valeurs, cette vision, cette pratique religieuse. Et je trouve que c'est beau, pas mal de le valeurs retrouver, autour de la Dans des famille. pays plus émergents. Exactement, et donc ça m'a fait découvrir tout ça. En un mot, ça vaut le coup de s'expatrier? Génial. Des aventures. Moi, je voulais une vie de cinéma. Je voulais une vie qui en jette. Je voulais une vie dans laquelle je suis fier. Je voulais une vie qui m'inspire. On peut vivre au paradis. Ça coûte pas beaucoup plus cher. Ouais, ça c'est un truc à retenir. Euh, Parfois ça coûte même moins cher, beaucoup moins cher. on, Plus les se, économies fiscales. on se crée une vie sur mesure. On se crée une vie de voyage. On se crée une vie d'aventure. J'aime cette idée de pouvoir designer ma vie. Et l'expatriation, c'est un pan important pour ça, quoi. Et ça Et bien évidemment, on n'a même pas parlé de fiscalité, des économies, de la flexibilité que ça t'apporte. Ouais, parce qu'au-delà de la fiscalité, il y a également le côté administratif. La légèreté. Ouais. Légèreté administrative que peut t'apporter d'autres pays, En France, tu commences un business, t'as pas encore encaissé ton premier euro. c'est déjà la galère. Il y a C'est ce la guerre. truc de, effectivement, en France, il y a un système qui est compliqué, qui est rigide et dans lequel tu penses que tu es obligé. À l'international, quand tu t'ouvres, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui veulent t'attirer, qui te Ouais. donnent Il y a des une compétition opportunités. des pays aussi, Exactement. en termes de fiscalité. Et Qui se battent pour être le plus flexible et le plus confortable pour toi pour entreprendre et faire de l'argent. Tu peux pas choisir les règles du jeu, mais tu peux choisir les règles du jeu auxquelles tu vas jouer. Oui. Et donc tu choisis en fait le pays qui te correspond le mieux, avec les règles qui te conviennent le mieux, qui sont le plus flexibles en général, dans lequel c'est moins chiant. Moi j'ai vraiment été étouffé, hein, on en parlait tout à l'heure, de la France, etc., de sa rigidité administrative et fiscale. Là tu passes dans des pays, bon bah, tenir une comptabilité, c'est pas obligatoire. Ouais. L'impôt est très faible, voire proche de zéro. Et il n'y a pas 12 milliards de paperasse à faire dès que tu vas un produit à 29 euros, quoi. Après, c'est pas tous les pays et ça c'est du cas par cas, c'est pas du conseil fiscal, mais effectivement il y a des options où c'est le cas où il y a pas de Beaucoup plus de comptabilité, légèreté, en tout cas. obligatoire, exactement. Et quand tu comprends ça, que tu n'es pas obligé de jouer un jeu, enfin qu'on n'est pas obligé de t'imposer les règles du jeu, mais que tu peux choisir les règles du jeu auxquelles tu vas jouer en fonction du pays et dans lequel tu vas travailler, etc., Ouais. c'est intéressant. Ouais, clairement. Tant que j'y pense, j'ai une question que j'ai oublié de noter sur les langues. Quand tu t'es expatrié la première fois, Ouais. qu'est-ce que tu parlais? Comment ça s'est passé? Je parlais français et italien, parce que mes T'es grands-parents, d'origine italienne. effectivement, issus de l'immigration italienne. J'avais appris à l'école, donc j'ai pas fait LV2 espagnol, j'ai fait LV2 italien. Je parlais un peu italien. Je parlais français. J'avais commencé à baragouiner How are you? My name is Enzo. Ok. My name is Brian. On a tous vu ce sketch de Gad Elmaleh. Regardez un peu Netflix en anglais. Regardez des vidéos sur YouTube en anglais. Bref, commencer à t'acclimater à l'anglais. Mais j'étais pas vraiment confiant. Ok. Ah, t'arrives en Thaïlande, tu baragouines. Hello, water, toilette, bathroom, voilà quoi, tu vois. Et bah, quand tu es confronté, t'as pas le choix, t'apprends quoi. Et donc ça c'est aussi une des bonnes choses de l'expatriation, de ce que ça t'a apporté. Ouais, Finalement, le fait de devenir trilingue. Quoi. Parce que, exactement. donc l'anglais, tu l'as appris, perfectionné, on va dire, en Thaïlande, l'Asie. Alors en Thaïlande, tu apprends le thaïglish. C'est moitié thaïlandais, moitié english. Mais tu apprends en anglais parce que bah, le reste de ta vie, tu es en anglais. Quand Ouais. tu commences à voyager un peu partout, tu vois que l'anglais est quand même parlé quasiment dans tous les pays du monde.
et il est une carte. Tu t'es pas perdu, quoi. Tu parles anglais partout, tu t'en sors, quoi. C'est déjà confortable. Ouais. Et même quand tu parles anglais, attention, hein, je baragouinais l'anglais. Hein. Donc aujourd'hui, je parle mieux parce que forcément, plus longtemps tu es loin, plus longtemps tu as besoin d'avoir des conversations structurées, etc., de plus en plus complexes, de plus en plus profondes. Aujourd'hui, je peux avoir une vraie conversation, parler un peu philosophie, psychologie, envie, désir en anglais sans problème. Et puis, il y a eu l'espagnol qui est arrivé parce que ma femme est dominicaine. La langue de la République dominicaine, c'est l'espagnol. Et donc, après Vamos, dale, donde dale, que tu as pu écouter dans les musiques qui passent en France. Daddy Yankee. Exactement, à un moment donné, il faut commencer un peu à parler espagnol. Et donc, j'ai pris des cours là Ok. pour une première fois. Donc, la télé, prendre des cours, ça coûte pas très cher. C'est l'avantage d'être ici. Les salaires, le service coûte pas très cher. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours et puis regarder un peu la télé en espagnol, discuter avec les gens. Et puis ça l'immersion, vient. ouais, l'immersion tout Ça vient, simplement. De toute façon, il exactement. n'y a pas de meilleure façon d'apprendre une langue que d'être immergé. La première truc, c'est les séries, comme tu l'as dit. Ouais. Ça, c'est facile. Surtout qu'une série, l'avantage, c'est que, en gros, c'est long, donc tu as le temps de t'habituer à l'intonation, à la Ça voix de la rentre. personne, et c'est plus facile. Et puis ensuite, tout simplement, les petites copines aussi. Enfin, il y a rien Le de fait de mieux. dater à l'étranger. Ouais. C'est Et- comme ça que j'ai appris un petit peu quelques mots de thaï. Ouais, bien sûr. Ça va des caps. et voilà. Pour presque terminer cette vidéo, une question que je viens de rajouter, c'est quel était le moment finalement le plus loufoque de ces 6 années, le plus what the fuck, où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce qui se passe C'est l'autre avantage encore des voyages, c'est que tu vis des aventures. Des aventures incroyables que tu peux raconter après. Père Castor, raconte-nous une histoire. Plus tu voyages, plus tu rencontres de gens, plus tu te donnes d'opportunités d'aller vivre des aventures. Mais ça peut être con, hein. Tu pars boire un café avec un mec, il t'invite à manger au resto. Au resto, tu rencontres 2 autres mecs. L'autre te dit, ah bah tiens, ce week-end, je vais faire du bateau. Tu te retrouves avec des mecs que tu connais pas à faire du bateau le week-end d'après. Ça va très vite, il y a beaucoup Ouais. d'opportunités. Et quand tu es à l'étranger, en fait, il y a plein de trucs qui se passent beaucoup plus rapidement. Bref. Et donc, une des anecdotes que j'aime bien partager, c'est au tout début de mon voyage. C'est le mode nomade digital sac à dos. J'arrive pour la première fois en Asie, en Thaïlande. Je suis à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Je fais dans un petit resort, ça fait 2 semaines que je suis là et j'ai rencontré du coup des mecs. Donc il y a un Israélien, il y a un Français, il y a 2 mecs de France, deux frères, et puis 2 mecs qui sont des Espagnols. Et on joue au billard, on est dans le resort et puis on se dit bah voilà, on va aller en ville, boire un coup, etc. Et aller voir les filles, bien évidemment, aller voir les filles. Et donc, on va dans la petite rue derrière à Chiang Mai, là, qui est très connue, dans le carré. C'est une rue où, en gros, tu n'as que des bars, que des gonzesses. Et puis, tu as les meufs qui attirent un peu les mecs qui font du racolage. Assez classique. Voilà. On va dans un des bars et puis j'entends un mec parler français. Donc, forcément, ça t'attire. Hein. Tu fais attention, du coup, aux Français à l'international. Alors, parfois, ils t'horripilent et parfois, ça te donne envie. Du coup, d'aller faire Surtout du lien. peut-être quand tu es en début d'expatriation, tu es content, ça te raccroche à quelque Voilà, chose. tu recherches des repères. Après des années d'expatriation, quand tu entends français, c'est pas souvent bon signe. Quand quelqu'un parle français, toi, tu réponds « sorry ». Non, pas quand même, mais ça peut être mauvais signe. Donc tu te retrouves dans ce bar. Dans ce bar-là, j'entends un mec qui parle café français. littéraire, on va dire. Exactement. Et Bernard, 65 ans, tu vois, assis là avec des potes à lui en train de boire des bières, et puis avec des gonzesses en bikini autour de lui, tu vois. Bébert quoi, Bébert dans toute sa splendeur. Et donc du coup je discute avec Bébert et il me raconte que ça fait 10 ans qu'il est en Thaïlande, qu'il a des taxiphones, qu'il a des espèces de cybercafés, tu vois, et qui vend des petits accessoires informatiques, genre des trucs, des dépannages. C'est vraiment comme ça qu'il a réussi à gagner sa vie au début avec Internet. Après, tout le monde a Internet, donc ça marchait moins bien. Et il a eu des bars, des restos. Et des filles. Et comment ça, Bébert, des filles? Bah oui, voilà. Il me montre ses filles, quoi. Mais il me montre ses filles comme si c'était vraiment ses filles, tu vois. Ok. Et donc Laos, Cambodge, Vietnam. Il m'a dit, regarde celle-là, ça fait 7 ans que je l'ai. Hein, une belle poule comme ça, puis il me la montre, il la touche. Et Bébert est complètement azimuté, Bébert. Et donc il me dit, voilà, donc il y a des nanas, tu sais, ça fait plus de 7 ans que je suis là pour elles, que je m'en occupe. Je suis un peu moins un ascenseur social pour ces filles. Bébert, Elles pourraient se social. retrouver dans le caniveau, tu vois, à prendre de la drogue et tout. Moi, j'en prends soin. Alors certes, elles travaillent, hein,
Voilà, et elle travaille, vous avez compris. Bien évidemment, c'est de la prostitution. Hein. Bébert, il les vend. Bébert est un pimp. Bébert est un pimp français qui sort complètement du cliché Snoop Doggy Dogg qu'on a pu voir dans PIMP, le clip de musique. Mais un ascenseur social, j'étais vraiment pas prêt. Et à partir de là, Bébert, il a gagné mon attention. Quoi. Je reste à table et j'écoute les histoires de Bébert qui sont sans queue ni tête. Et où le mec, moi vraiment, quand il me dit ça, ça me fait rire. Mais je me dis aussi, le mec, c'est glauque en fait. Ouais. C'est vraiment glauque. Et lui, il est persuadé qu'il fait le bien sur Terre, quoi. J'écoute ce mec pendant quelques heures. On joue au billard, on discute avec les nanas, bien évidemment. Tu bois des coups, tu payes un petit shooter à une meuf. Elle vient un peu avec toi, elle se reste un peu collée. Bref, ceux qui ont connu les bars en Thaïlande, vous savez à quoi ça ressemble. Et puis à un moment donné, on est en 2016, le roi de Thaïlande est mort un an avant. C'est très important le roi en Thaïlande, il y a vraiment une figure, un marketing autour de la famille royale, l'importance du roi et notamment ce roi-là. Son deuil a duré plus d'un an. Tout le monde était vêtu en noir, il y avait du noir dans l'administration, dans les vêtements, dans les déplacements. C'était très particulier. Et notamment tous les commerces, etc. fermés beaucoup plus tôt que la normale. Pendant cette année, okay. Pendant cette année-là. Et du coup, moi je ne le savais pas, bien évidemment. J'arrive au milieu de tout ça, je suis un touriste, etc. Ouais. Mais il se passe ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un couvre-feu à minuit, qu'on était en train de dépasser le couvre-feu. Et donc, en fait, c'était l'armée. Et donc là, on se fait pousser au fond du bar par le staff. Moi, je me retrouve collé avec plein de petites minettes en bikini qui mettent leur cul. Désagréable. On l'a fait pire. Et avec Bébert et ses copains, et puis mes potes là que j'ai rencontrés 2 jours avant. À Bébert, ça va en fait. Ça va, tant que je suis collé aux petites, c'est cool. Et du coup, à ce moment-là, ils me disent hop, montez, vite, cachez-vous. C'est un peu l'excitation, je comprends pas tout ce qui se passe tout de suite. Je me retrouve à monter, je vois un étage, je comprends pas trop ce qu'on fait. Je vois que c'est un dortoir, il y a plein de lits qui sont côte à côte. C'est le dortoir des gonzesses. Donc en fait, les meufs, elles dormaient là. Et donc là, on se retrouve tous à monter en haut. Je me retrouve dans un petit lit de nana, tu vois, quasiment d'enfant, avec une gonzesse comme ça, dans un pieu. Je sais pas je comprends pas trop ce qui se passe, c'est un peu la folie. Tout le monde nous demande de nous taire. Chut, chut, chut. Et là, il y a une scène incroyable. Bébert s'assoit sur une espèce de petit siège. Toutes les nanas se mettent autour de lui, mettent un peu leur pyjama, tu vois, c'est la fin de soirée, on a remballé l'attirail, elles enlèvent leur make-up, elles mettent leur pige, et elles se mettent en rond comme ça autour. Moi, je me retrouve à me mettre en tailleur avec mes potes face à Bébert à écouter ses histoires, et il nous fait la messe, quoi. C'est le gourou, Bébert le gourou. Entre deux, je me lève quand même pour essayer de voir ce qui se passe dans la rue, parce que tu vois, il y avait des fenêtres. Et là, je vois un groupe de 10 mecs armés avec les M16 collés comme ça, qui sont en train de rentrer, tu vois, de forcer un peu le passage pour rentrer dans le bar. Et la bosse, visiblement, tout ça se passe en Thaï, tu comprends rien, il y a pas mal de cris, il y a une tension quand même, tu vois, c'est bizarre. Ouais, et puis toi, tu es au début de ton expatriation, tu n'es pas encore... Qu'est-ce que je fous là? Ouais. Je ne comprends rien à ce qui est en train de se passer, c'est vraiment lunaire. Et donc, visiblement, ils vont leur donner un bakshish. L'armée va calmement, tu vois, descendre crescendo et puis ensuite se barrer. On va rester une demi-heure avec Bébert en tailleur, avec des putes comme ça sur mon épaule que je connaissais pas. C'est incroyable, complètement lunaire. Et au bout d'un moment, du coup, Bébert, il dit « Bon ben voilà, allez, c'est bon, la police est partie, vous allez pouvoir rentrer. Bon, tu prends Maya ?» Je te fais un prix. T'as pris Maya ou pas? Suite au prochain épisode. La suite sur une prochaine vidéo, les amis. On n'en dira pas plus. Mais en tout cas, j'imagine que comme tu es assez yes man, du peu que je puisse te connaître, tu es quelqu'un de très partant pour beaucoup de choses. Donc j'imagine que tu as dû vivre plein de moments un peu loufoques, un peu drôles, un peu hors de contexte. Ça pourra faire le sujet de prochaine interview. Si ça vous a plu, on pourra faire même une interview que trucs bizarres qui nous sont arrivés, toi et moi. Des anecdotes de voyage. Je pense qu'on en a tous les deux. Tu m'en racontais quelques-unes hier soir, il y en a des belles. Surtout quand tu fais dans des pays comme ça en voie de développement. Dans les pays émergents, forcément, c'est là où je me suis retrouvé à fumer de la drogue sur un bateau en plein milieu de l'océan Indien. On m'a proposé d'importer des armes. Tu vis forcément plein de trucs en essayant de rencontrer un maximum de gens. Tu tombes parfois sur des gens complètement barges. C'est ça qui fait des souvenirs, des trucs marrants à raconter. Et hier soir, tu vois, quand tu rencontres un entrepreneur, bon, une fois que tu as parlé de cul, de nana, de fiscalité, de business, ben, on se raconte ce genre de trucs. Les histoires de voyage. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, ça sera peut-être l'objet d'un prochaine vidéo en golf kart. Ouais, encore une fois, ça s'y prête bien. Quels seraient tes conseils pour ceux qui nous regardent, qui sont en France
qui en ont peut-être marre de la France, ou Ouais. peut-être pas encore, mais ça viendra. Qui se pose la question de s'expatrier. Comment on s'expatrie? Quel conseil tu donnerais à ces personnes? Je pense que la première des choses, c'est de ne pas complexifier l'histoire. N'essayez pas de tout planifier depuis chez vous, en regardant toutes les informations possibles et imaginables, et en faire un plan parfait sur papier. Allez visiter. Donnez-vous l'opportunité de prendre en général un mois. C'est vraiment la bonne période. Suffisamment salut toi. Suffisamment court pour pouvoir le faire, même si vous êtes salarié, prendre des vacances et cumuler vos vacances et partir. Et suffisamment long pour ne plus être en mode touriste et Ouais, découvrir des prendre choses la un peu plus température, locales. ouais. Réellement. Partez en voyage, faites 2-3 pays qui vous donnent envie. Regardez comment ça se passe sur place. Regardez comment vous vous sentez. Expérimentez, restez pas que dans le document sur internet, etc. Dans la lecture, Exactement. allez vivre par vous-même le pays, parce que après, en fait, la personne qui va vous transmettre un pays, c'est super et tout, et peut-être que pour vous, c'est pas bon, tu vois. Ça va dépendre de ce que vous avez envie. J'ai vu de ça votre- par exemple avec le Portugal, qui est Ouais. un pays qui est. Tout le monde en parle. Ouais, et personnellement, ça n'a pas été bon pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bon pour vous. Et moi, je trouve Et ça c'est pour moyen. c'est pour ça qu'il faut l'expérimenter. Et plein de gens sont hyper heureux au Portugal. Ouais, ouais, carrément. Donc, donnez-vous l'opportunité d'aller essayer, allez visiter, trouvez le bon compromis. Au début, c'est sûr que peut-être partir pas très loin, c'est peut-être plus facile pour Ouais. vous. Au contraire, peut-être casser la barrière et partir à l'autre bout du monde, vous allez être dépaysé, c'est ce que vous cherchez à vivre. Ça va vraiment dépendre de vous, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Que vivre au paradis, ça coûte pas plus cher, on le disait tout à l'heure. Et allez expérimenter, tester, allez voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et il y a de fortes chances que vous trouviez chaussures à votre pied parce que internationalement, il y a tellement d'options. Peu importe la vie que vous voulez Le créer monde et a construire. tellement à offrir. Ouais. Dans tous les cas, même si c'était pas fait pour vous, en fait, l'expatriation, vous en sortirez enrichi en fait d'avoir passé 2 ans quelque part. C'est chouette quoi. Ce qui est génial, c'est que tu rencontres que des gens intéressants. Parce que les gens qui sont expatriés ont forcément des histoires de vie à raconter. Ouais. Et puis ils ont un tempérament quand même à être plus capable d'aller à l'aventure. Donc forcément, c'est des tempéraments qui créent des histoires, des choses intéressantes. En général, à plus échanger, ouais. entrepreneurs, en général, plus avenants. Ouais, clairement. Et ça, c'est un des problèmes, moi, quand je reviens en France, c'est que je trouve les gens très plats. Bah ouais. Ils ont très peu à raconter finalement. Malheureusement, quand Et à tu restes dans ton l'étranger, quand tu train-train rencontres quotidien. quelqu'un, très facilement, tu as des trucs assez marrants à te raconter. Quoi. Bah oui, parce que tu as voulu aller boire un verre avec Bébert et voilà quoi. Boire un verre avec Bébert, t'es sûr? Un verre avec Ah, Bébert. c'est ça. Ok, bah écoute, je pense que c'est un peu là-dessus qu'on va terminer cette interview, sur ce bon conseil qui est de passer à l'action, d'expérimenter. Ouais. Si on veut te retrouver, Enzo Honoré, où est-ce qu'on te retrouve? Instagram, YouTube principalement, des podcasts plutôt format long. Moi, je parle beaucoup de business. C'est vraiment ce qui m'intéresse, le parcours des entrepreneurs, leur structure, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu, pourquoi, comment. Et inspiré, motivé. Et on va Moi en justement faire premier. un podcast sur ta Exactement, chaîne vous prochainement. retrouverez bien évidemment Julien sur le podcast. L'idée, c'est vraiment de motiver, d'inspirer, de montrer des réussites, de montrer des parcours et que ça puisse, moi le premier, me donner l'inspiration d'aller plus haut et tous les gens qui veulent se lancer, se donner l'opportunité de faire le premier pas parce que parfois ça peut faire peur, ça peut être dur, mais au final, encore une fois, quand vous faites le premier pas, vous vous rendez compte que c'était pas si compliqué. Et puis je parle également d'e-commerce, qui est mon business principal. Je donne des conseils pour tous les gens qui veulent reproduire un modèle similaire à ce qu'on fait, c'est-à-dire créer des boutiques e-commerce pour gagner sa vie de façon stable, long terme et revendable. On fait du SEO, de SEA et je donne des conseils là-dessus. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que si vous êtes vous aussi intéressé par le fait de vous expatrier, que vous voulez le faire dans les meilleures conditions, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Offshore Mastery, donc dans laquelle vous allez être pris par la main, entre guillemets, pour justement restructurer vos vies, vos business, dans le but de payer peu ou pas d'impôts légalement, de vivre des nouvelles expériences, augmenter votre qualité de vie, augmenter votre sécurité, etc. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez rejoindre la formation en cliquant sur le lien qui sera également juste en dessous en description. Et sachez surtout, parce que ça c'est quand même important, Julien fait partie des meilleurs en France. Tous les gens qui ont des business qui sont assez gros, qui commencent à gagner beaucoup d'argent, à un moment ou à un autre, se tournent vers Julien pour lui poser des questions. La boîte, l'expatriation, la résidence fiscale, quelles sont les opportunités. Julien est toujours à la pointe de ces trucs-là. Il connaît toujours les bonnes stratégies, les bons tips, il a les bons contacts pour vous aider, que ce soit ici en République Dominicaine, que ce soit à Dubaï. C'est incroyable, il a cette vision-là. C'est ses compétences, je pense, naturelles, analytiques. Il va en profondeur, il est hyper perfectionniste.
ça marche bien avec ce thème de la fiscalité et de l'expatriation. Je vais rougir. Donc vraiment, moi je ne peux que vous le recommander. Ces conseils ont été précieux pour moi. Je vais encore lui en glaner quelques-uns là d'ailleurs par rapport à ma femme, qu'elle est particulière, elle est dominicaine, quel compte en banque, quelle société, à quel endroit complexe, pour pouvoir travailler. Bref, il est à la pointe sur ces sujets-là, c'est devenu une passion pour lui. Tout le monde a des passions un peu bizarres. La sienne, c'est la fiscalité et l'expatriation. Vous allez gagner du temps et de l'argent. Si ça vous intéresse de vous expatrier, c'est un petit investissement sur lequel vous aurez un gros retour très rapidement. Donc, je ne peux que vous recommander son travail. Il y a peu de gens qui sont sérieux et aussi carrés que lui. Allez-y sans réfléchir. Expatriation McTury, ça vaut le coup. Je ne m'attendais pas à ça. Merci énormément. Du Merci coup, à toi. il y aura le lien de la Offshore Mastery juste en dessous en description. Et encore une fois, on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À bientôt tout le Ciao, monde. bye bye à tous. Ciao. Ciao, ciao.